C'était censé être un week-end comme les autres. Juste une pause loin de la ville, une balade en pleine nature, en famille. Le genre de moment où on coupe les portables, où on respire un peu plus fort, où on oublie les horaires. Un père, une mère, 2 enfants, et une forêt immense à portée de main. Ils avaient choisi un coin isolé, pas très touristique, au cœur d'une réserve naturelle à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Le genre de forêt qu'on décrit comme sauvage, avec des pins noirs, des sentiers boueux, et ce silence si profond qu'on entend son propre cœur battre. C'était au printemps. L'air était encore frais, la lumière rasante, et les oiseaux chantaient fort, comme pour signaler que l'humain n'était pas vraiment chez lui ici. L'enfant, lui, s'appelait Elias. 4 ans à peine. Curieux, joyeux, avec cette énergie que seuls les très jeunes enfants savent produire sans jamais s'épuiser. Il courait devant, ramassait des bouts de bois, inventait des histoires. Ses parents le suivaient d'un œil sans trop s'inquiéter. Ce n'était pas la première fois. Il n'y avait pas de route, pas de danger apparent. Juste des arbres à perte de vue. Et pourtant, ce jour-là, en une seconde, tout a basculé. Elias a disparu. Pas un cri, pas un bruit, juste plus là. Et ce qui allait suivre dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Au début, ils ont cru qu'il s'était juste un peu éloigné. Peut-être pour ramasser une pierre, suivre un papillon, grimper sur une souche. Le genre de choses qu'il faisait tout le temps. Alors ils ont appelé son prénom, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Puis la voix du père a changé. Elle est devenue plus tendue, moins patiente. Et très vite, plus personne ne riait. La mère s'est mise à courir en rond, à chercher du regard un petit manteau rouge entre les troncs. Le frère, plus âgé, ne comprenait pas ce qui se passait. Et le silence, ce fameux silence de la forêt, est devenu assourdissant. Pendant 1 heure, ils ont crié, couru, fouillé, puis ils ont appelé les secours. Très vite, des patrouilles sont arrivées, des pompiers, des gardes forestiers, des chiens pisteurs. Un hélicoptère a survolé la zone. Il faisait encore jour, mais plus pour longtemps. Le soleil descendait, et avec lui, les chances de retrouver Elias diminuaient. La nuit allait tomber, et avec elle, le froid. Un froid sec, mordant, qui ne pardonne pas à un enfant de 4 ans seul en pleine nature. La famille était effondrée. Mais les recherches se sont poursuivies. Toute la nuit, rien. Pas une trace, pas une empreinte, pas un cri, comme s'il s'était évaporé, comme si la forêt l'avait avalé. Elias ne comprenait pas. Il avait juste voulu suivre une lumière, un bruit peut-être, une ombre entre les arbres. Il n'avait pas eu peur, pas au début. Il pensait que papa ou maman n'étaient pas loin, qu'ils allaient l'appeler comme toujours, qu'il allait entendre leurs pas derrière lui. Mais personne n'est venu. Et puis le vent a tourné. La lumière a changé. Il ne reconnaissait plus rien. Les arbres se ressemblaient tous. Il avait froid. Il s'est assis contre un tronc, les bras autour des jambes, les yeux pleins de larmes qu'il retenait sans trop savoir pourquoi. Il n'avait que 4 ans, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. La nuit est tombée doucement, comme un drap noir qui recouvre le monde. Il a entendu des bruits, des craquements, des branches qui remuent, des respirations, et puis des yeux, brillants, plusieurs, des silhouettes qui s'approchent, sans un bruit, des loups, il ne savait pas que c'en était. Il voyait juste des grands chiens avec de longues pattes et des regards profonds. Il aurait dû hurler, pleurer, mais il n'a pas bougé. Il était tétanisé, figé, le souffle coupé. Et l'un d'eux s'est approché, lentement, sans agressivité. Il s'est couché,
à quelques mètres. Puis un autre la rejoint, et encore un autre. Ils ne grognaient pas. Ils ne montraient pas les crocs. Ils observaient. Ils entouraient. Pas comme une menace, comme une veille. Elias, recroquevillé, s'est laissé glisser contre la mousse humide. Et il s'est endormi, entouré de loups. Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait, ni où il allait. Mais les loups étaient là, pas trop près, pas trop loin, comme une escorte silencieuse. Elias les suivait sans réfléchir. Il mangeait quand il les voyait manger. Des baies, de l'herbe, des petits restes qu'il déterrait. Parfois, il trouvait un ruisseau et buvait en les imitant. Il ne parlait pas. Il ne pleurait plus. Il avançait, les yeux rouges, le visage sale, les mains couvertes de terre. Et quand la nuit tombait, les loups s'arrêtaient. Ils formaient un cercle, lui se couchait au milieu. L'un d'eux, toujours le même, se plaçait derrière lui, contre lui. Il sentait sa chaleur dans son dos, son souffle lent, le battement régulier de son cœur. Ça le rassurait. Comme une couverture vivante, il dormait par petits bouts. Il rêvait qu'il était à la maison. Mais quand il ouvrait les yeux, il y avait la forêt et ses grands corps poilus autour de lui. Il aurait pu mourir de froid, de faim, de peur. Mais il ne mourait pas. Il vivait. Il survivait grâce à eux. Parfois, il posait sa main sur le flanc d'un loup endormi. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être pour vérifier qu'il était réel. Peut-être parce qu'il avait besoin de sentir quelqu'un, quelque chose. Les loups ne réagissaient pas. Ils restaient là, calmes, présents, comme s'ils avaient compris qu'il était perdu, comme s'ils l'avaient adopté. Cela faisait maintenant plus de 72 heures qu'Elias avait disparu. 3 jours, 3 nuits. Les chances de le retrouver en vie devenaient ridiculement faibles. Les secouristes le savaient, les parents le sentaient, les journalistes parlaient déjà à l'imparfait. Et pourtant, un matin, une patrouille a suivi un indice minuscule. Une empreinte, floue, presque effacée par la pluie, puis une autre, et un morceau de tissu accroché à une branche. Alors ils ont avancé, lentement, prudemment, dans une zone encore inexplorée. Au bout d'un petit vallon boisé, ils sont tombés sur une scène qu'ils n'oublieraient jamais. Là, au pied d'un tronc moussu, Elias était assis. Sale, amaigri, mais vivant. Et autour de lui, à quelques mètres, immobile, 3 loups. L'un était debout, les 2 autres couchés. Ils ne montraient aucune agressivité, juste cette posture vigilante. L'un d'eux a tourné la tête, un autre s'est levé, puis, sans un son, ils ont disparu entre les arbres. Elias, lui, n'a pas bougé. Il a juste levé les yeux vers l'homme en gilet orange fluorescent et a dit, d'une voix rauque, « Ils étaient gentils ». Les secouristes n'ont pas compris tout de suite. Ils ont cru à une hallucination. Mais le petit garçon allait bien. Il avait froid, il avait faim, mais il allait bien. Et surtout, il n'était pas seul. Elias a été ramené à l'hôpital. Il n'avait aucune fracture, aucune blessure grave. Juste des griffures, quelques bleus, des marques de froid. Les médecins ont dit qu'il avait eu une chance incroyable. Mais ce mot « chance » ne suffisait pas à expliquer ce qu'il racontait. Il parlait peu, mais il dessinait. Des formes animales, des grands chiens avec des yeux jaunes, des nuits passées au chaud contre un loup noir, des cercles comme des tanières. Et quand on lui demandait s'il avait eu peur, il répondait non. Jamais. Les parents étaient partagés, entre soulagement absolu et incompréhension totale. La presse, elle, s'est emparée de l'histoire.
Certains parlaient de miracles, d'autres de fabulations. Des biologistes ont confirmé que des loups étaient bien présents dans la région. Mais ils rappelaient aussi que ce sont des animaux sauvages, méfiants, parfois hostiles. Pourtant, personne ne pouvait nier que l'enfant était resté 3 jours dans la forêt sans feu, sans abri, sans nourriture, et qu'il en était ressorti vivant. Les traces autour du lieu où on l'a retrouvé confirmaient sa version. Plusieurs empreintes, nettes, organisées, comme une meute. Certains ont voulu y voir une preuve d'instinct maternel, d'autres ont parlé de mémoire animale, d'un comportement exceptionnel, mais pas impossible. Et puis, il y avait ceux qui préféraient ne pas chercher à comprendre. Parce que parfois, le monde offre des histoires qui échappent aux chiffres, aux lois, aux cases, et celle-ci en faisait partie. Elias est rentré chez lui. Il avait maigri, il parlait peu, il dormait mal les premières nuits, mais il était là, vivant, présent. Et ses parents n'ont jamais rien demandé de plus. Il jouait de nouveau. Il riait parfois. Mais dans son regard, il y avait un reste de quelque chose, une intensité, un éclat étrange, comme s'il avait vécu une vie entière en 3 jours. Il ne parlait presque jamais des loups, mais il dormait toujours avec la fenêtre entr'ouverte. Et certains soirs, il s'approchait du rebord, levait les yeux vers la lune et restait silencieux de longues minutes. Il avait oublié les détails, mais pas la sensation. Cette chaleur, cette protection, ce sentiment indescriptible qu'on veille sur lui. Les années ont passé. L'histoire est restée dans la famille, rarement racontée, encore plus rarement crue. Mais elle a laissé une trace, une marque invisible comme une cicatrice dans l'air. Parce qu'au fond, ils le savent tous. Ce qu'il a vécu là-bas, au cœur de la forêt, ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas un rêve. C'était réel, aussi réel que la terre sous ses pieds, aussi réel que le silence d'un loup couché contre le dos d'un enfant endormi. Cette histoire, on peut la raconter comme un fait divers. Un miracle, une coïncidence. On peut chercher des explications. Scientifiques, comportementales, rationnelles. On peut débattre des heures pour savoir si les loups l'ont vraiment protégé ou s'ils l'ont simplement ignoré. Mais au fond, est-ce que c'est ça qui compte? Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant de 4 ans a survécu 3 jours dans une forêt sauvage, sans feu, sans toit, sans rien d'autre que sa petite taille, son silence et une présence. Qu'il ait rêvé ou non, qu'on le croie ou non, l'essentiel est ailleurs. Il y a des choses que la science ne mesure pas, des liens qu'on ne voit pas, des moments où la nature, au lieu de détruire, protège, comme si elle reconnaissait chez certains humains une fragilité précieuse. Elias n'a jamais su expliquer. Et peut-être qu'il ne faut pas essayer, peut-être qu'il faut juste accepter, écouter, et se souvenir qu'au fond des bois, parfois, l'impossible existe, et que certains silences en disent plus long que n'importe quelle vérité.